Voilà, donc j'ai lancé Voilà, donc j'ai l'enregistrement lancé l'enregistrement de ce webinaire donc, du 16 mai. webinaire, donc, le 16 mai. Bonjour à toutes et à tous Bonjour pour à votre tous. participation aujourd'hui. Donc, Donc, on je vais va reprendre peut-être, resituer un petit peu reprendre ce peut-être, situer webinaire, un où petit est-ce peu que ce dans webinaire, où est-ce cursus, hein, que puisqu'en fait avec dans Christophe cursus, Jourdain, nous en avions fait, avec imaginé Christophe avoir Jourdain, nous avions plusieurs imaginé webinaires qui nous avoir permettent de plusieurs reposer plusieurs webinaires fondamentaux. qui nous permettent de Et reposer nous plusieurs avons fondamentaux. commencé avec certains d'entre Et vous au nous mois avons de commencé février, avec certains d'entre et vous au mois de donc février. Et ensuite au mois de mars, puis aujourd'hui, et nous terminons le 31 mai. Certains d'entre vous sont peut-être terminons le inscrits, puisqu'on a un atelier. on a un atelier. Alors, attendez, je déconnecte des micros, parce qu'il y a des micros qui nous font de l'écho. Voilà. Donc il y a un atelier le 31 mai qui va Donc, il y a permettre un atelier le de 31 présenter un mai qui certain va nombre permettre d'expériences de normandes. Donc il y présenter un a certain nombre 6 ou d'expériences 7 organismes de normandes, formation normands qui vont venir cet organisme de formation expliquer normand qui vient pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place la expliquer multimodalité, pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place la comment est-ce qu'ils ont multimodalité, accompagné les équipes dans cette comment est-ce mise qu'ils en ont œuvre, accompagné et les donc équipes vous aurez et toute donc la possibilité de leur poser plein de questions. Écho également, vous avez encore de écho l'écho. également. C'est assez Encore de l'écho. surprenant quand même. Beaucoup d'écho. Alors je vais essayer déjà de couper. Hop, j'ai coupé ma webcam. Ça devrait peut-être déjà aller mieux. Non, les micros sont pas ouverts parce que Non, je les les ai micros tous sont pas coupés. ouverts parce que vous coupez. Donc vous ne pouvez pas les ouvrir. Vous ne pouvez pas les ouvrir. J'ai coupé j'ai coupé tous vos micros. Les Alors est-ce que micros. Alors, personne s'est mis en téléphone main libre? personne s'est Non mis en plus. téléphone Normalement, main on n'a pas libre? d'écho avec le Oui, téléphone. normalement, on n'a pas d'écho avec le téléphone. Je fais juste un petit essai. Est-ce que là, ça va mieux? Ah. Alors Noria, je crois que l'écho, effectivement, vient de chez toi. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, là c'est mieux. Ouais, là, Alors c'est je mieux. te remets Je te le remets le micro. micro. Ouais. Et donc Donc, l'écho, bon, l'écho, bon, de toute façon, on de toute façon, coupera on tout à coupera tout l'heure. à l'heure, Ça vient essentiellement quand moi essentiellement je quand moi parle, je hein. parle. Je pense que ça Je ira pense mieux que ça après, ira quand mieux. ça sera Noria toute seule. Bien. Alors, Alors, donc, donc, lors de ces lors de deux ces deux webinaires, nous webinaires, avions vu nous avions quelques vu usages de la quelques usages de la multimodalité, lors du premier multimodalité, lors notamment. du premier notamment. Et Et puis, puis, euh, pour quels pour quels objectifs, quelles objectifs, étaient les quelles étaient les stratégies stratégies pour lesquelles on pour mettait en lesquelles on place mettait la en place la multimodalité. multimodalité. Et lors du Et lors du second, second, euh, euh, nous avions nous vu avions vu que la que la multimodalité était un multimodalité était système un système complexe, complexe, composé composé principalement de principalement de technologie et de technologie et de pédagogie. pédagogie. Là-dedans, il y Là-dedans, avait les il y avait contenus, les contenus, et dans les et dans les contenus, bien contenus, évidemment, les grains pédagogiques. Donc c'est la raison pour laquelle donc aujourd'hui nous avons prévu ce webinaire, et pour lequel j'ai invité donc Noria à venir nous expliquer comment construire un grain pédagogique multimédia, puisque c'est quand même l'un des éléments au cœur du dispositif pédagogique. C'est le contenu, c'est l'essence même du contenu, et c'est pour ça qu'il nous a semblé important de nous arrêter un petit moment sur comment est-ce que l'on peut construire aujourd'hui un grain pédagogique multimédia dans une structure de formation comme celle dans laquelle vous êtes. Voilà, donc Noria, normalement tu dois pouvoir remettre ta webcam. Je ne sais pas si elle fonctionne encore, enfin, si tu es encore actif. Et puis, je vais te passer la puis parole je vais te pour, passer je la dirais, pouvoir nous pour présenter pouvoir nous qui, présenter déjà peut-être euh, peut-être l'entreprise Nel et Associés, et l'entreprise ce que Média tu y fais Associée. avec ton équipe. Oui, merci Jean-Luc. Donc là, je viens de rallumer mon micro et j'ai toujours ma webcam, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'écho. Je pensais qu'avec le casque, tout se passerait bien, donc n'hésitez pas à me le dire si ça pose souci. Donc de mon côté, effectivement, moi je dirige une agence de formation qui est spécialisée en e-learning et qui s'appelle Nel et Associés. Nous existons depuis 4 ans et nous sommes basés à Paris, sachant que beaucoup de nos clients sont également en région. Et donc, effectivement, moi, je te remercie également, Jean-Luc, hein, de m'avoir invité à participer
participer à cette classe virtuelle pour Communautique. Donc effectivement, le sujet, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, construire un grain pédagogique multimédia. Donc ce que je voulais vous proposer, je ne sais pas si j'ai la main pour tourner les... Non, j'essaie. Pardon. Je voulais vous Oui, oui, présenter tu as la main et voilà, Pour parce que changer de effectivement, on s'est slide. posé la question quand on a préparé avec Noria, c'est que le terme de grain pédagogique est souvent difficilement défini par les personnes que l'on rencontre, et il nous a semblé essentiel de revenir sur cet aspect-là. Oui, parce que c'est vrai qu'en digital learning, il y a beaucoup de jargon, de vocabulaire. C'est comme dans la formation aussi, hein, en général, il y a toujours un jargon, un vocabulaire très spécifique qui peut parfois rester difficile à appréhender. Donc, je voulais commencer par définir ce qu'était un grain pédagogique et puis ensuite de voir comment on peut construire ce grain pédagogique, comment on procède dans sa construction, pour ensuite aborder les différents outils aussi qui peuvent nous servir à construire un grain pédagogique multimédia. Et pour conclure également sur le fait qu'un grain pédagogique ne suffit pas en lui-même, mais qu'il faut bien l'inscrire dans... Alors plus fort, je vais essayer de monter et le micro et ma voix. Donc effectivement, le dernier point, ce sera sur la partie diffusion, déploiement de la formation et également tutorat, parce qu'un grain pédagogique ne suffit pas en autonomie, il faut également penser à une stratégie de formation avec un formateur, un tuteur, et puis également à l'environnement d'apprentissage dans lequel il s'inscrira. Donc là, je ne sais pas, Jean-Luc, moi, j'ai pas réussi à bouger la slide. Je te laisse. Je ne t'entends pas. Excuse-moi, j'ai monté mon micro à cause de l'écho. En bas, tu n'as pas les flèches? Non, j'ai pas de flèche. Ah, décidément, il y a un souci. Bon, alors tu me dis, je fais tourne-page. Attends, à moins que ce soit lié au mode de navigation. Oui, donc en fait, là, c'est le plan que le déroulé que je viens de présenter. Donc, de faire cette petite séance en 4 temps. Et puis, effectivement, la question qu'on se posait avec Jean-Luc, c'était de se dire, avant même de savoir comment on construit un grain, déjà, mettons-nous d'accord sur ce que c'est qu'un grain pédagogique. J'imagine que parmi vous, beaucoup sont des formateurs et ont déjà défini cette notion. Mais c'est vrai que ça vaut le coup, enfin, en FOAD, c'est vrai qu'on parle beaucoup de parcours constitués de grains pédagogiques. Et donc, je voulais vraiment qu'on aborde cette notion de façon plus précise. Pour nous, ce que c'est qu'un grain pédagogique, c'est vraiment le plus petit élément indivisible d'un parcours pédagogique, ce qui veut dire que c'est le plus petit élément qui va être défini par un objectif pédagogique et qu'on va pouvoir mesurer avec, en imaginant une évaluation, par exemple, derrière. À chaque fois, c'est vrai que quand on parle d'objectif pédagogique, l'intérêt, c'est de pouvoir ensuite pouvoir évaluer un petit peu si on a pu l'atteindre, si l'apprenant a pu l'atteindre. Donc le grain pédagogique, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi un petit peu théorique, parce que quand on parle de concepts pédagogiques, on va parler de grains, de découpage, de séquençage. Mais après, ce que j'expliquais également à Jean-Luc quand on a parlé du sujet, c'est qu'un grain ne se suffit pas en tant que tel seul. Pour qu'il y ait un vrai apprentissage, il faut l'intégrer à un parcours et lui assembler d'autres grains. Et c'est ça qui va être tout l'art de la partie conception générale. Alors là aussi, je propose qu'on passe à la slide suivante. C'est que l'intérêt d'un grain, oui, quand on fait de la formation à distance, ça va être de pouvoir l'inscrire dans un parcours qui lui-même va être modulaire. Donc ce parcours va être finalement composé de différents grains. Là, c'est un petit peu les petits cubes qu'on peut voir au-dessus de parcours individuels sur la slide. Et c'est de se dire que ça va permettre et aux concepteurs de la formation de bien découper le contenu de la formation et les objectifs pédagogiques pour se dire finalement, en fonction du niveau, des prérequis, du parcours et même peut-être des envies et de l'approche que souhaitera l'apprenant, on va pouvoir, nous, en tant que concepteurs de formation, individualiser la formation et structurer un parcours variable, personnalisé. Et donc, c'est vraiment ça qui peut être intéressant.
Le deuxième point de l'intérêt du découpage en grains, ça va être aussi de pouvoir se dire qu'un grain va pouvoir resservir dans un autre parcours. Donc il y a l'idée également de recyclage, de réexploitation et également aussi d'industrialisation. On peut se dire que quand on conçoit un grain, si on définit un principe pédagogique, une approche qui va être commune à tous les grains d'un parcours ou de plusieurs parcours de formation, et bien finalement, une fois qu'on a conçu un grain pilote, on en parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure, les autres grains seront déclinés selon le même modèle pédagogique et même de mise en forme en termes de multimédia, ce qui va faciliter également derrière la production de tous les grains du parcours ou des parcours qui vont coller à ce modèle pédagogique. Donc, la notion de grain offre plusieurs avantages, plusieurs intérêts, tant à la fois pour l'apprenant que pour le formateur et le concepteur pédagogique. Après, c'est des notions qui peuvent paraître un petit peu ardues ou techniques, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail ensuite. Donc là, la slide suivante, Jean-Luc. Merci. C'est de se dire qu'effectivement, quand on va imaginer un parcours de formation à distance, on va essayer de le structurer en grains. Alors, le plus logique, hein, c'est de se dire quand même qu'il y a un grain 1, un grain 2, un grain 3, etc. Et il peut y avoir autant de grains que nécessaire. Et puis ensuite, si on passe à la slide suivante, pour chaque grain, on va définir un objectif pédagogique. Parce que l'enjeu pour chaque grain, c'est ce que je vous disais au démarrage, hein, sur la définition du grain, c'est de se dire, voilà, un objectif pédagogique qui va pouvoir être mesurable. Donc à la fin de la formation, on va pouvoir imaginer un test d'évaluation qui va nous assurer que tel grain va être bien compris et que l'objectif qu'on aura fixé à ce grain aura été atteint par l'apprenant. De la même manière, si on veut construire un parcours avec un test de positionnement, on peut se dire finalement, dans mon futur parcours, le parcours A, j'aurai besoin que des grains 3, 4 et 5, et les grains 1 et 2 seront finalement des prérequis. Donc je vais ajouter en fait en amont du grain 3 un test de positionnement et demander à mes apprenants de s'évaluer sur les notions, sur les objectifs qui vont être traités dans les grains 1 et 2. Donc, du coup, cette approche par le grain, elle peut permettre vraiment d'imaginer des parcours et de faciliter la conception des parcours et d'apporter beaucoup de souplesse dans la constitution de ces parcours et dans l'adéquation entre les besoins des apprenants et puis l'offre de formation qu'on va leur proposer. Si on passe à la slide suivante, là, au-delà de l'objectif pédagogique. Oui, vas-y. Je te pose une question qui revient souvent de la part des concepteurs, c'est cette notion de grain, est-ce qu'il y a une durée précise qui est adoptée, est-ce qu'il y a un consensus est-ce qu'il y a un consensus sur la durée d'un grain? Non. Après, on va parler de rapid learning parfois en se disant finalement un grain où quand on parle de rapid learning, on va d'apprentissage court. Je suis désolée, il y a des pompiers qui passent derrière moi, donc vous entendez peut-être une sirène. Oui, donc derrière un grain, on peut recommander nous une durée en se disant que ça va être entre mettons 1 et 3 à 5 minutes, mais ça reste très, enfin, c'est des principes, des indicateurs, mais je dirais qu'un grain, tout dépend vraiment du parcours de formation dont on parle. Quand on veut monter par exemple un BTS, nous on l'a fait pour le CNEL, un BTS avec 1200 heures de formation, le grain il ne va pas être sur 3 minutes, il va être beaucoup plus étendu en termes de durée. Donc il n'y a pas de durée indicative, ça va vraiment dépendre de la durée elle-même du parcours dans lequel le grain va s'inscrire et puis de l'objectif pédagogique qu'on va y associer. Après, c'est vrai que pour un parcours qui pourrait durer quelques heures, moi j'aurais tendance à dire qu'un grain, si on part sur un parcours de 4 heures par exemple, un grain il pourrait être de 2 à 5 minutes, qui peut être le temps un peu d'attention quand on est à distance, si on veut se former sur un téléphone ou sur des temps assez courts, ça va être les durées à peu près indicatives, mais il n'y a pas de durée type d'un grain pédagogique. Après, tout dépend également du média qu'on va utiliser. On parlait de grains pédagogiques multimédia. Donc, dans le multimédia, on peut faire appel à des médias différents. On peut avoir du vidéo, du son, ou alors uniquement du texte et des images, vidéo, du son,
ou alors uniquement du texte et des images. Donc là aussi, en fonction des médias qu'on va vouloir intégrer dans ce grain, on va préconiser une durée qui pourra être différente. Et puis si dans un grain, on va jouer sur cette variété de médias, et donc faire vraiment quelque chose de multimédia, là aussi, la durée pourrait être peut-être plus longue que si on a un seul média proposé. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent jouer sur la durée d'un grain pédagogique. Est-ce que la réponse a été claire ou est-ce que ça suscite d'autres questions? Pour moi, non. N'hésitez pas, hein, dans le chat, comme d'habitude, si vous avez des questions auxquelles Noria pourra répondre. Christina trouve que c'est clair, mais surprenant. Pourquoi c'est surprenant? Dites-nous. On va lui laisser le temps de taper sa réponse. Bon, alors on reviendra peut-être dessus un peu après. Alors, la question qu'on se pose, bien évidemment, après, c'est comment est-ce que l'on procède pour concevoir des grains. Parce que bien sûr, on peut les acheter, mais si on veut concevoir nos propres grains pédagogiques, la question qui revient souvent, c'est est-ce que je le fais en interne, est-ce que je le fais en externe? Mais avant ça, peut-être que la méthodologie est la même, au fond. Alors là, je vois la réponse de Christina. Effectivement, on parle de durée d'attention de 15 à 20 minutes. Donc ça, c'est une durée d'attention. Donc on peut se dire qu'un grain va être lié à cette attention-là. Mais après, ce que je vous dirais, c'est que un grain, si on parle également de ressources mises en ligne sur une plateforme, il peut être plus long si à l'intérieur, comment dire, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de grains en se disant ça répond à un seul objectif pédagogique. Là, dans ce qu'on va vous présenter, quand on dit créer un grain, on parlait aussi de ressources pédagogiques. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que dans une ressource pédagogique comme un module e-learning, on peut faire aujourd'hui un module d'une heure de durée ou d'une heure 30. Ça nous arrive parfois sur certains sujets assez pointus qui demandent vraiment un temps d'implication. Mais par contre, à l'intérieur de ce module e-learning, on va effectivement le découper avec des séquences de 5 à 15 minutes. Donc, je rejoins Christina sur cet aspect-là, que le temps d'attention, il est au-delà de 15 à 20 minutes, on le perd et donc il faut imaginer des petites pauses dans la formation ou même de revenir ensuite quelques heures après à ce module. Mais, mais on peut aussi envisager des grains plus longs que juste 15 minutes parce que ça peut correspondre à un objectif pédagogique plus difficile à atteindre et des objectifs qu'on ne peut pas atteindre juste en 15 minutes. Voilà. Donc bon, ça demanderait plus de temps pour échanger sur ces éléments-là, mais on va dire qu'une bonne durée pour démarrer, ça peut être de se dire, ou en tout cas, je préférerais que vous pensiez à un temps d'attention maximal d'un apprenant de 15 à 20 minutes à distance. Mais après, sachez que le temps d'apprentissage peut être plus long. J'essaie de lire en même temps les autres remarques. Voilà, tout dépend ce qu'on appelle grain pédagogique. Effectivement, soit ça peut être lié à une activité pédagogique, mais qu'est-ce qu'une activité pédagogique? C'est pareil, il y a de gros débats aussi sur ce qu'on entend par activité, parce qu'au sein d'un même module, nous on parle plutôt d'écran, et au sein d'un module, on va avoir des écrans qui vont proposer des activités, et puis d'autres qui vont être plus expositifs avec des situations ou une vidéo. C'est pas une activité, mais ça peut participer à un grain pédagogique. Donc voilà, il y a effectivement pas mal de débats, et ce que je vous propose, c'est d'avancer sur ce qu'on a envisagé et puis de vous montrer un petit peu comment on va procéder en termes de méthodologie. Après, sur la définition même de ce qu'est un grain et de la durée, etc., on pourrait en parler des heures. Voilà. Donc, à travers ce qu'on voulait vous montrer avec Jean-Luc, c'était effectivement qu'un projet e-learning va se concevoir en passant par différentes étapes. Après, on pourrait les faire plus fines, hein, mais pour résumer, on peut les organiser autour de 6 grands temps. Tout d'abord, le cadrage du projet qui va être vraiment de votre ressort à vous pour vraiment définir vos besoins, analyser le public cible, quel va être son profil, quel va être son niveau de diplôme ou de prérequis, les prérequis attendus. Et puis également, côté concepteur pédagogique, pour ceux qui vont concevoir
ce grain pédagogique, ça va être d'analyser les contenus et puis ensuite de passer à l'étape 2 de conception générale où là, on va vraiment définir un synopsis. Donc, c'est un document qui va vraiment définir les objectifs pédagogiques et le séquençage du dispositif ou du parcours. Et donc, en fait, c'est dans cette phase qu'on va vraiment définir le contenu et les objectifs de chaque grain, enfin, ou l'objectif pédagogique de chaque grain. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, bah, finalement, dans un module e-learning, effectivement, je peux avoir plusieurs grains pédagogiques, comme le disait, je crois que c'était Isabelle, ou alors, finalement, chaque module e-learning ou chaque élément, chaque ressource qui sera dans mon parcours correspondra uniquement à un objectif pédagogique. Donc c'est dans cette phase vraiment importante qu'on va définir le format de la formation euh, et puis les différentes durées des différentes ressources. C'est vraiment là qu'on va définir l'architecture du parcours de formation. Et effectivement, je voyais qu'on mentionnait la taxonomie de Bloom, donc c'est également en s'appuyant sur cette taxonomie qu'on va définir les objectifs pédagogiques. Parfois, j'ai des clients qui me disent oui, alors j'ai défini l'objectif pédagogique, ça va être connaître les différentes plantes, par exemple estivales. Donc connaître, c'est pas un objectif pédagogique, on ne peut pas mesurer ce verbe-là ne correspond pas à quelque chose qui peut être mesuré et smart. Donc, il faut bien s'aider de la taxonomie de Bloom. Ça permet vraiment ensuite de passer à l'étape 2, qui est la conception détaillée, qui, elle, correspond à l'écriture du storyboard. Et donc, c'est vraiment en partant du synopsis qu'on va pouvoir dérouler les différents écrans qui vont constituer soit le grain, soit comment dire, le module e-learning en fait, qu'on va mettre à la disposition des apprenants. Donc là, pour faire un petit aparté sur le synopsis, il permet vraiment de valider le découpage de la formation e-learning et de définir également la scénarisation qui va être envisagée. Quand on parle de scénarisation, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on fait en formation en salle. C'est vraiment de se dire quel fil rouge je vais prendre. Aujourd'hui, on parle pas mal de storytelling. Donc c'est vrai que comme on est en auto-formation, de partir sur un fil rouge qui va vraiment permettre d'apporter une cohérence à un parcours de formation et de motiver les gens, les apprenants à aller jusqu'au bout du parcours, c'est un temps qui est vraiment important. Et cette scénarisation est vraiment cruciale pour définir un parcours stimulant et puis qui va aussi apporter de la surprise ou maintenir les apprenants dans une motivation et qui va les convaincre d'aller jusqu'au terme du parcours. Parce que parfois en auto-formation avec FOAD, on a vraiment un des enjeux pour nous en tant que concepteur pédagogique, ça va être de donner envie aux apprenants d'aller jusqu'au bout de cette formation, jusqu'au terme de cette formation. Et donc à ce stade-là également dans le synopsis, on peut avoir différentes colonnes. Effectivement, on va déjà découper le contenu en grains avec à chaque fois un objectif égal une thématique. Et puis une durée également qui va nous permettre de nous dire, bon, bah, pour telle partie, je vais peut-être y passer, enfin, on va y consacrer 2 minutes ou alors 10 ou 15 ou 30 minutes. Et on va bien définir et préciser le contenu abordé et parfois également l'approche pédagogique et donc l'activité dont parlait tout à l'heure, je crois, Isabelle. Si on revient aux différentes étapes, là j'en étais aussi au storyboard, ou alors on peut passer à la slide suivante, pardon, qui précise un petit peu aussi quel était le rôle du storyboard et à quoi ressemblait un storyboard. C'est juste celle d'après. Voilà, dans la partie storyboard, on est plus sur la forme et puis le fond. On va aller plus loin que le synopsis qui va vraiment définir toute la stratégie pédagogique. Là, dans le storyboard, on va décrire écran par écran l'organisation du contenu et l'approche pédagogique. On va vraiment décrire quelles sont les interactions. Si on attend par exemple que l'apprenant clique sur une zone pour découvrir un contenu, ou si on a une activité interactive, tout va être décrit à ce niveau-là. On va également décrire l'animation. On peut très bien imaginer décrire un processus, par exemple, en animant et en rendant visible au fur et à mesure un schéma avec une voix off qui va se lancer en synchronisation avec cette animation. Et puis, il y a aussi tous les éléments liés à l'ergonomie. Comme on est en auto-formation et qu'on est sur un écran, il va être vraiment également important de penser à tout ce qui est lié à la navigation au sein du module, avec des boutons qui vont permettre de passer d'un écran à l'autre,
et puis également de se repérer avec des niveaux d'information, de jouer sur des titres, des sous-titres, et de faciliter la prise en main par les apprenants de cet écran. Et donc, pour vous, en tant qu'organisme de formation ou responsable de formation, l'enjeu à ce stade-là, avec ce document, qui souvent se présente sous la forme d'un storyboard, d'un PowerPoint, pardon, d'un diaporama, avec sur la slide le descriptif de l'écran avec quelques images, par exemple, et puis le contenu textuel, et dans la zone de commentaires, la voix off, qui va être rédigée, et puis les différents descriptifs de à quel moment j'affiche tel et tel élément, à quel moment je lance la voix, à quel moment je lance la vidéo, et qu'est-ce qui se passe en termes d'interaction. Dès qu'on a validé ça, ça nous permet ensuite de lancer l'étape de production. Donc là, si on revient aux différentes étapes de slides auparavant, les différentes étapes de la production d'un projet e-learning, on arrive bien à la quatrième étape qui est la production. Donc production des ressources et des médias. Donc s'il faut enregistrer une voix, on peut passer par un comédien qui va enregistrer une voix ou alors l'enregistrer lui-même en tant que formateur. Et puis ensuite de créer les différentes illustrations, les différents éléments qui vont constituer également l'ergonomie et la constitution de l'écran, l'interface. Et puis s'il faut faire des vidéos, de lancer le tournage et de monter les vidéos. À ce stade-là également, on va intégrer tous ces médias dans le module, quand on parle de module e-learning. Et puis ensuite, l'étape 5, ça va être vraiment de recéter ce livrable et de faire tous les tests techniques sur la plateforme pour valider que d'abord le module produit est bien conforme au storyboard que vous aurez validé. Donc là, il faut vraiment jouer tous les écrans les uns après les autres, toutes les combinaisons, toutes les interactions possibles pour valider, par exemple, si une activité est bonne, enfin, si j'ai bien joué, si j'ai réussi telle activité, que le feedback, la correction qui s'affiche est bonne, et à l'inverse, de rejouer le module en se trompant systématiquement pour voir si les messages qui permettent de comprendre pourquoi on s'est trompé s'affichent également. Et puis, il y a toute la partie technique, les tests techniques qui vont permettre de valider que le module se joue bien sur la plateforme de formation, la plateforme LMS, et que les échanges entre ce module et la plateforme sont bons, et que vous allez pouvoir suivre ensuite l'avancement et la progression des apprenants. Il y a vraiment aussi un enjeu pour vous de pouvoir suivre la progression des apprenants et de voir quelles vont être, par exemple, la durée passée sur ce module, ou également le score si vous avez un quiz final à l'intérieur du module. Une fois que vous aurez recetté, alors là, il peut y avoir plusieurs échanges entre celui qui produit et puis celui qui recette. Donc on parle également du cahier de recettes à ce stade-là pour faciliter les échanges. Une fois que toutes les corrections ont été entreprises et validées, et que le module est validé, là, on va passer vraiment à l'étape de diffusion auprès des apprenants. Le son est vraiment très mauvais, là, du coup, je vois. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce qu'il n'y a que Christina qui ne m'entend pas, ou est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Donc effectivement, ensuite, il y a la dernière phase qui est cruciale, c'est la phase de diffusion auprès des apprenants. Donc là, il va vraiment falloir s'assurer que les gens accèdent bien au module. Et c'est là également qu'il faudra penser à toute la phase à on va dire à tout l'environnement d'apprentissage, et également à l'accompagnement que vous pouvez envisager avec des tuteurs à distance. Donc là, ce que je vous propose, c'est de poursuivre sur la suite, avant que vous ayez des questions. Et donc là, en termes de construction de grains pédagogiques, ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc, c'est qu'effectivement, pour vous, il y a deux alternatives. Soit on externalise, et donc là, vous pouvez confier la conception-production de ce grain à une agence externe ou à des freelances. Et puis, il y a une autre alternative pardon, que nous également nous proposons, c'est un accompagnement et une formation-action. Donc là, si on déroule chaque alternative, en passant à la slide suivante. Donc dans la partie externalisation, l'idée c'est vraiment de tout prendre et de tout livrer ensuite clé en main. Donc là, vous, votre rôle, ça va être de valider chaque étape et surtout certains livrables en particulier. Donc nous, quand on travaille, qu'on conçoit et produit pour des organismes de formation de contenu, on va bien sûr participer, enfin, la phase très importante avec l'organisme de formation, ça va être de bien cadrer le projet, de bien s'entendre sur les aspects techniques, sur le contenu, sur tous les aspects pédagogiques et sur le public cible, de bien comprendre le contexte dans lequel cette formation et ce grain va être délivré. Et puis ensuite de passer à la phase de conception générale,
avec le synopsis qui va détailler tous les grains du parcours et puis ensuite on va bien cibler la conception de ce grain. Donc on va faire un synopsis plus détaillé sur un grain et puis de passer ensuite à l'étape de conception détaillée. Et souvent, c'est vrai que le travail, même si tout est géré clé en main par une agence, il y a quand même dans cette phase de conception un travail assez étroit à mener entre l'organisme de formation et l'agence, parce que c'est vous qui connaissez le mieux vos diplômes ou les contenus de la formation. Et nous, en tant qu'agence, notre savoir-faire, il va être effectivement dans la dimension pédagogique et dans la partie multimédia. Quel canal vaut mieux privilégier pour apprendre, quels médias je vais privilégier pour faire passer ce contenu ou quelle activité pédagogique je vais mettre en œuvre pour vraiment aider l'apprenant à s'approprier le contenu ou à atteindre tel objectif pédagogique. Ça, c'est vraiment notre rôle de vous guider et de concevoir ces éléments-là. Ensuite, on va bien sûr prendre en charge la partie production, donc production des médias et production du module. Et puis ensuite, en phase de recette, vous réintervenez, même si nous-mêmes, on fait une recette interne pour valider qu'on est bien conforme au storyboard que vous avez validé. Vous-même, c'est là où vous allez réintervenir et tester le module dans votre environnement de formation, dans votre plateforme. Et ensuite, une fois que vous l'aurez validé, vous pourrez diffuser le module sur votre plateforme. Ensuite, dans la deuxième alternative, parce que ça demande également un budget, donc parfois on peut aussi préconiser de plutôt travailler sous la forme d'une mission d'accompagnement avec une formation action. Donc là, c'est la slide suivante. Là, c'est pour nous l'idée de... Donc on accompagne plusieurs clients sous cette forme-là. C'est à vous de faire, mais en mode guidé. Donc c'est là où nous, en fait, on vous délivre les modèles de documents, par exemple, un modèle de synopsis, un modèle de storyboard, et puis également des gabarits pour la partie production. Et on va vous accompagner tout au long de ces étapes de production, de conception. En phase de cadrage, on va bien sûr se réunir et ensuite, souvent, quand on peut, on se réunit à chaque étape sous la forme d'atelier où on vous présente le document à produire, les enjeux, on vous fait des recommandations. Ensuite, on vous laisse travailler, vous, sur une première version. Et puis ensuite, on échange et on vous fait des commentaires dans les différents documents, synopsis, storyboard. Dans la phase de production, on vous livre l'interface avec différents gabarits d'activité, par exemple. Et puis ensuite, on va contrôler que la production est bonne, on va réajuster certains éléments. Et cela va vous permettre de monter en compétences progressivement tout en étant accompagné. Et cela vous garantit également d'arriver à un résultat qui sera vraiment de qualité. Parce que concevoir un grain pédagogique multimédia qui soit efficace, attrayant, attractif, etc., ça demande malgré tout un certain nombre de compétences qui ne sont pas les mêmes que celles d'un formateur ou d'un responsable de formation. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et vous transmettre un maximum d'éléments et de vous permettre d'arriver à un résultat qui soit très satisfaisant à la fois pour les apprenants et pour vous. Et puis finalement, au-delà de ces deux alternatives, ce sera sur la slide suivante, ce qu'on peut également combiner et ce qu'on recommande, nous, idéalement, c'est de mixer externalisation et accompagnement et formation action en faisant un grain pilote. Donc c'est là où, par exemple, c'est nous qui faisons le premier grain du parcours de formation. Donc ça permet vraiment de tout bien définir, d'arriver à un résultat qui vous satisfasse. Et puis ensuite, de vous transmettre ce qui aura déjà été conçu comme modèle et de vous faire monter en compétence sur les grains suivants. Donc ça, c'est vraiment idéalement la, comment dire, la méthodologie qu'on recommande et qui permet vraiment d'arriver à des résultats très probants et de monter en compétence et une autonomisation qui est très bonne. Donc là, comme je vois l'heure aussi passer, je vous propose de passer à la slide suivante, à moins qu'il y ait des questions. Alors juste juste une question. Est-ce que au fil des projets, tu as identifié quels sont les critères qui font que tes clients vont plutôt vers une solution ou plutôt vers une autre? Souvent, ça va être plutôt la notion de budget qui va jouer. Et puis, des choix stratégiques, de se dire: «Est-ce que j'ai envie d'avoir une équipe en interne pour concevoir et produire?» Si c'est le cas, c'est parce que souvent, les organismes de formation vont avoir un gros volume derrière à créer, et également des mises à jour importantes à faire tout au long de l'année. Parce que c'est vrai que quand un organisme de formation ou un client vient nous voir en disant: «Bah, je veux être accompagné et formé», si en fait on voit que les personnes de l'équipe ne travailleront qu'une fois, dans l'année sur un projet de ce type et sur un petit projet,
on leur dit que c'est peut-être pas forcément nécessaire et que ça va leur demander plus de budget et d'implication de leur part. Et ensuite, les personnes vont oublier ce qu'elles ont appris. Donc, il faut vraiment s'inscrire sur une durée et puis avoir un vrai enjeu de produire en interne. Donc, c'est ça qui va jouer généralement. D'accord. Alors, si on décide de produire en interne, mais aussi si on fait le choix de l'externalisation, parce que la question, dans tous les cas, va se poser, c'est quels sont les outils dont on a besoin. On a de plus en plus d'outils qu'on appelle du Web 2.0, hein, et notamment beaucoup d'outils gratuits, très accessibles sur le plan des fonctionnalités, ne nécessitant pas forcément une formation très pointue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une typologie qui nous permettrait de distinguer les outils en fonction des usages? Oui, 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 effectivement. Alors du coup, c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. J'ai essayé de les répertorier, Bon, après, toute classification elle peut être améliorée et puis évoluer. Mais pour se faciliter la tâche, du coup, je les ai répartis en 5 grandes catégories. Les démonstrateurs, les enrichisseurs, les ateliers, les sémantiques et les évaluateurs. Alors après, quand on fait le choix d'outils, on en parlait hier, hein, Jean-Luc, on se disait finalement il y a beaucoup d'outils gratuits, il y a quelques outils payants également. Donc qu'est-ce qui ferait que j'aurais intérêt, moi, en tant qu'organisme de formation, à faire le choix d'un outil payant? Alors moi, ma reco, c'est vrai que c'est de se dire que les outils gratuits, ils le sont aujourd'hui, mais ils ne le seront peut-être pas demain. Et puis qu'il faut également s'assurer de la pérennité. Si on veut mettre à jour un contenu qu'on a produit euh, cette année, et si on veut le mettre à jour dans un an ou dans 2 ans, il faut également s'assurer que l'éditeur qui a produit cet outil sera encore là dans 2 ans. Il y a beaucoup d'outils gratuits aujourd'hui dont on ne connaît pas forcément les gens qui ont produit l'outil. On ne sait absolument pas si cet outil sera pérenne. Donc on prend également un risque parce que d'investir et de se former sur un outil même gratuit, ça prend du temps, ça demande finalement, ça représente un coût. Et on n'est pas sûr demain de pouvoir mettre à jour la ressource, ni même de pouvoir poursuivre la constitution des grains avec ce même outil. Donc ça, c'est un enjeu important. L'autre enjeu également, c'est de se dire que ce grain pédagogique, on va vouloir l'héberger sur une plateforme de formation pour pouvoir avoir un suivi et de suivre la progression des apprenants. Donc cet enjeu-là, ça veut dire qu'il va falloir que ce grain il soit au format SCORM. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Euh, et tous les outils ne permettent pas de faire des exports SCORM. Donc ça aussi, c'est un autre point de vigilance. Ce que je vous propose, c'est de dérouler les différentes typologies en passant à la slide suivante. Voilà. Ça fait beaucoup d'outils, mais finalement, ils ont des usages assez spécialisés. Donc les démonstrateurs, c'est dès qu'on veut faire par exemple une formation sur un outil informatique et qu'on veut créer un tutoriel ou un didacticiel, on va faire appel à différents outils qui peuvent. Donc là j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a plein d'autres hein, qui existent. Donc là la plupart sont payants, mais certains sont également gratuits. Les enrichisseurs, donc là c'est quand on veut partir de présentation PowerPoint et qu'on veut ajouter par exemple une voix ou une vidéo. Donc là il y a différents outils que j'avais également identifiés. Alors là moi je suis quand même assez enfin, ma reco quand même, c'est que ces solutions-là permettent de faire du rapid learning, ce qu'on appelle rapid learning, parce que c'est rapide à produire. Mais après, pour moi, en termes d'efficacité pédagogique, c'est vraiment très limité. Donc, ça peut répondre à un besoin dans l'urgence de transmettre un contenu. Mais pour moi, on est plus sur de l'information que sur de la formation. Ce que je préconise dès qu'on est sur de la formation, la vraie formation à distance, ça va être vraiment la catégorie atelier. Donc là, les différents outils qui existent, hein, c'est par exemple Storyline d'Articulate, e-Learning Maker d'Idoceo, l'atelier d'HyperOffice ou CourseLiner d'Expertise, mais il en existe également plein d'autres. Et là, donc, ces outils vont permettre vraiment de concevoir des modules ou des grains très interactifs, très variés. Et vous, en tant que concepteur pédagogique ou en tant que producteur, vous allez pouvoir avoir une liberté de conception qui est vraiment très intéressante et qui va vous permettre d'imaginer des formations vraiment attrayantes et très efficaces. Alors après, les sémantiques, on en parlait beaucoup il y a quelques années avec Scénari. Je ne sais pas si si vous connaissez. On en revient un petit peu parce que finalement, on est plus là aussi dans l'information, de l'éditorialisation. Euh,
mais c'est difficile d'y associer des activités pédagogiques, donc je sais que moi je mettrais plutôt un bémol sur ces solutions-là. Les heuristiques, alors ça peut répondre à quelques objectifs pédagogiques, hein, le côté mind mapping, mais ça n'est pas suffisant dans un parcours. Donc forcément, il faudra mixer cet outil avec d'autres outils comme les outils pour enfin, ce que j'appelais les ateliers. Et puis bien sûr, les évaluateurs. Alors les ateliers peuvent aussi faire des évaluations, hein, l'un ne va pas sans l'autre, mais il y a également des outils qui sont spécialisés dans l'évaluation et dans la conception de quiz d'évaluation. Donc on a par exemple Question Mark, Quizmaker, tous les logiciels également de sondage, et puis Quetzal. Oui, Scénarii, c'est effectivement Drupal. Donc voilà quelques outils, hein. Après, il en existe plein d'autres, notamment des outils gratuits. Mais là, je vous laisserai également échanger si vous en connaissez tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner une petite idée des différentes typologies d'outils qui existent aujourd'hui sur le marché. D'accord. D'accord. Alors, je dirais pour conclure, on pourrait, tu l'as évoqué au début, le grain tout seul, c'est pas quelque chose comme ça qu'on met à disposition sur un site web, hein. On ne va pas stocker ça dans la Dropbox. Donc il y a tout un aspect déploiement, et puis bien évidemment les activités pédagogiques et l'accompagnement, donc le tutorat, ce qu'on a coutume d'appeler le tutorat en digital learning, que l'on peut mettre autour du coup de ces Oui, grains. tout à fait. Oui, ces grains n'ont pas de sens. Enfin, donc des grains restent des grains. Donc effectivement, ils répondent à un objectif pédagogique. Après, ils vont faire partie d'un parcours ou de plusieurs parcours, puisqu'on peut les réutiliser. C'est ça également qui est intéressant. Mais tout l'enjeu, ça va être de penser dès la conception du grain ou des grains à la manière dont on va déployer notre parcours de formation et voilà, il faut penser absolument à l'environnement d'apprentissage. Donc là, ça va dépendre, vous, de votre plateforme de formation si vous êtes déjà équipé. Et si vous n'êtes pas, il va falloir y penser et faire le bon choix. Donc là, il y a toute une expression des besoins qui va être nécessaire. Là-dessus, je vous recommande également de télécharger le guide sur les plateformes LMS, mais je pense que Jean-Luc vous en a déjà parlé. Et donc cet environnement d'apprentissage va également conditionner la façon dont on va imaginer et concevoir notre parcours de formation. Parce que parfois, l'interface ou la manière dont a été élaborée la plateforme de formation, on ne peut pas parfois envisager un test de positionnement, puis comment dire, redéfinir le parcours de façon individuelle et personnalisée. Donc il faut vraiment, dès l'amont, se poser la question de l'environnement d'apprentissage et de la plateforme qui va être utilisée pour déployer la formation. Parce que ça va vraiment permettre de définir en phase de synopsis, là, ce dont on parlait en conception pédagogique générale. Toute cette phase de conception générale va dépendre de la manière dont on va déployer le parcours. Donc ça, il faut l'anticiper et y penser très tôt. Sachant qu'après, pour qu'un parcours fonctionne bien, il faut également avoir des grains assez variés. On parlait de durée, ça peut être intéressant d'avoir des durées également variées, parce que les gens auront des temps de disponibilité variables, et certains moments, ils auront peut-être envie de s'y consacrer un peu plus, le choix aussi des médias qu'on va utiliser va nous amener peut-être du sujet également et de l'objectif pédagogique qu'on aura à atteindre. Par exemple, si on est juste dans un enjeu d'appropriation ou de transmettre des connaissances, ça va être simple. Mais par contre, si on demande aux gens de simuler ou de se mettre en situation et d'appliquer des choses, là, il va falloir penser à un temps un petit peu plus long. Donc, au-delà de la phase de déploiement, ce sera sur la slide suivante, l'idée, c'était aussi de vous sensibiliser sur la partie tutorat. Et en même temps qu'on va définir le parcours de formation constitué de différents grains, il faut également imaginer une vraie stratégie tutorale qui va également s'intégrer, être intégrée au parcours de formation. Donc, à certains moments clés du parcours et donc à l'issue de certains grains pédagogiques, on va pouvoir prévoir un temps par exemple, d'échange en mode synchrone ou à l'inverse en mode asynchrone, ou des travaux collaboratifs qui vont être tutorés. Enfin voilà, il y a différentes modalités et c'est ça qui va être très intéressant pour nous en tant que concepteurs pédagogiques sur de la FOAD, ça va être d'imaginer des parcours variés avec cet accompagnement et d'accompagner également les formateurs à à changer de posture et puis à se positionner également sur ces parcours de formation à distance. Sachant que certains parcours vont également être à imaginer en mode mixte ou blended, et donc tout
l'intérêt et tout l'enjeu, ça va être de se dire à quel moment je positionne ma brique de formation en salle et avec quel grain pédagogique multimédia je les associe. Donc ça va être vraiment d'élargir et de penser à ces parcours de formation mixte de façon globale en y intégrant également le formateur ou le tuteur dans vos questions. Alors moi j'en ai une première, le temps que chacun formalise la sienne. Finalement, la conception des grains, c'est un travail plutôt de technicien ou plutôt de pédago? De pédago. Avant tout, le succès d'un bon parcours, ça va être vraiment de la pédagogie. Mais sachant que pour faire ce travail de conception pédagogique, il faut malgré tout très bien connaître aussi le distanciel, l'apprentissage à distance en auto-formation et également le multimédia. Donc ça fait appel à des compétences qui sont assez variées. C'est aussi pour ça que nous, au sein de l'agence, on a des gens qui ont des profils très différents. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure sur la partie process de production et de conception avec les différentes phases. Finalement, sur chaque phase, nous, au sein de l'équipe, on peut faire appel à des gens qui vont être concepteurs pédagogiques, donc ce sont des experts, des ingénieurs pédagogiques ou des concepteurs pédagogiques, et qui vont eux-mêmes travailler avec un chef de projet qui, lui, va parfaitement connaître le multimédia, et puis des gens qui vont être producteurs, intégrateurs, réalisateurs ou graphistes, même réalisateurs vidéo, et qui vont pouvoir échanger ensemble et vraiment imaginer le meilleur scénario et les différents livrables également qui vont être associés à ces parcours. Oui, alors je lis une question outil dans les ateliers, lequel est conseillé pour quelqu'un qui débute? Alors, quelqu'un qui débute, jusqu'où veut-il aller aussi derrière, enfin, après, au-delà de se dire je débute, c'est plutôt moi ce que je voudrais, c'est que vous vous projetiez en vous disant bah, ok aujourd'hui je débute, mais dans 1 an ou dans 3 ans je veux arriver à tel niveau où je veux être autonome, où je veux concevoir donc la conception d'un MOOC. D'un MOOC par exemple, un MOOC, alors moi quand j'entends parler de MOOC, parfois je vois des gens qui ont une perception du MOOC très variable. Dans un MOOC, il y a forcément en général de la vidéo, il y a des travaux collaboratifs avec l'idée de vraiment créer une communauté qui va échanger, une communauté d'apprenants. Donc pour concevoir un MOOC, il faut déjà être en mesure de pouvoir filmer un formateur ou un comédien. Après, il y a différents choix possibles. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'outils comme les outils ateliers que je vous ai présentés. À moins qu'on veuille effectivement aussi y associer, et nous c'est ce qu'on encourage, y associer des modules e-learning ou des quiz ou des activités interactives. Donc là, ça dépend ce qu'on veut mettre dans ce MOOC. Est-ce que le choix d'outils dépend aussi de la plateforme retenue? Oui et non. Après, on peut faire appel, par exemple, à des outils qui existent déjà dans les plateformes. Donc, par exemple, dans Moodle, plateforme open source, on peut avoir différents plugins d'activités ou de quiz. Mais tout dépend ensuite de ce qu'on veut créer. Si on veut créer de vrais modules interactifs e-learning avec vraiment du son, de l'apport de contenu et puis des activités interactives, tout ça au sein d'un même module, là, le seul impératif pour qu'il puisse être joué et hébergé sur une plateforme, c'est qu'il puisse être exporté au format SCORM. Donc ça, c'est le standard e-learning qu'il est important comment dire, il faut s'y conformer, il faut vraiment valider que l'outil que vous allez utiliser puisse générer ce type de standard. Oui, Des pour questions compléter ce que disait Noria, vous avez effectivement des outils, vous prenez les exerciceurs, hein, on parlait d'outils pour questionner. Vous avez des outils très puissants dans les plateformes. Vous pouvez faire des choses intéressantes, même en termes d'activité d'apprentissage. Par contre, l'exportabilité, le terme est un peu barbare, n'est absolument pas garantie sur une plateforme. Enfin, bien évidemment, si vous changez de plateforme. Partez même du principe que ce qui est produit dans un LMS n'est pas exportable sur un autre LMS. C'est beaucoup plus sûr. Oui, tout à fait. Alors après, je vois une question de Christina qui dit: est-ce que l'ingénierie du grain est la même pour des grains destinés à l'enseignement à distance que pour des grains pour le présentiel? Disons que par exemple la taxonomie de Bloom est la même,
Donc oui, la démarche qu'on va adopter va être la même. Par contre, la façon dont on va concevoir l'enseignement à distance, ça va quand même ça va faire appel à des compétences qui sont différentes de celles du présentiel. On ne peut pas juste transposer ce qu'on fait en présentiel en distanciel. C'est vraiment, ça va demander l'appropriation de compétences complémentaires. Il vaut mieux scinder les Oui, deux. peut-être, Je te oui, laisse. c'était par rapport à la plateforme et à l'outil, je crois, tout à l'heure. Je pense que c'est ça que Anne voulait dire. D'accord. Par rapport à la question de Christina, c'est peut-être effectivement, est-ce qu'on est plus en auto-formation, d'ailleurs que l'on soit à distance ou en présence, enfin, ou en salle, est-ce qu'on est en auto-formation ou est-ce qu'on est dans une formation accompagnée? Dans tous les cas, qu'on soit en auto-formation ou en formation accompagnée, le fait d'être à distance, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de différent et ça demande d'envisager les choses. Parce qu'en présence, s'il y a malgré tout le formateur à côté, même si à un moment donné, dans la journée de formation, on a 1 heure ou 2 en auto-formation, ensuite, il y a quand même l'accompagnement, enfin, le fait qu'on puisse ensuite échanger avec ses collègues ou avec le formateur. Et effectivement, le fait d'être en auto-formation et en mode accompagné, comme tu disais Jean-Luc, à distance, c'est le e-tutorat qui permettra d'apporter le complément qui était transmis par le formateur en salle. Mais ce temps-là, on ne peut pas le prévoir sur un temps forcément dans l'immédiat, enfin, dans l'instant, dans la journée. C'est des temps qui sont souvent plus longs que le temps d'une journée de formation en salle. Donc ça demande une vraie stratégie, enfin, de définir une vraie stratégie de formation et de tutorat à distance. Ça rejoint un petit peu la remarque d'Isabelle qui disait qu'on ne peut pas improviser effectivement quand on est dans le distanciel. Il faut avoir anticipé les activités, les réponses, les erreurs possibles. Oui, d'où l'idée aussi, d'où l'importance de travailler en équipe, parce que même si on est le meilleur concepteur pédagogique et le meilleur, et qu'on a énormément d'années d'expérience, le fait de se confronter à d'autres points de vue, de voir comment tel message est accueilli par une autre personne, c'est vraiment important. Et il faut toujours se mettre à la place des autres, en fait, et d'essayer de prendre des profils d'apprentissage et d'apprenants différents pour justement valider que ce qu'on a imaginé, ce qu'on a conçu, va bien fonctionner en auto-formation à distance. Et non, ce n'est pas que l'animation qui va être différente, c'est vraiment la façon dont on va concevoir le support de formation. Et effectivement, un des avantages de la formation à distance ou de l'auto-formation, c'est de pouvoir refaire et même se tromper, d'apprendre par l'erreur et de pouvoir refaire sans fin. Alors sans fin, peut-être pas quand même, mais en tout cas de pouvoir refaire quand on le souhaite ou quand on en a besoin les modules à distance. Donc là intervient également toute l'implémentation en fait des modules sur le LMS, puisque ce sont des niveaux de réglage aussi que l'on peut faire dans un LMS, d'autoriser à refaire une activité ou pas. Donc Oui, il y tout à fait. il y a un couplage qu'il faut penser entre les deux. Et effectivement, toujours Avec de penser à l'évaluation. l'évaluation. Et ça, c'est dès la conception générale, quand on est dans la phase de synopsis, de se dire, d'accord, j'imagine mon parcours avec tel et tel et tel grain. Pour chaque grain, j'ai bien défini mes objectifs pédagogiques et de se dire à quel moment je positionne une phase d'évaluation. Est-ce que c'est l'évaluation à distance en auto-formation seule ou est-ce que c'est aussi l'évaluation en mode synchrone? Alors il est 14 heures, je vois qu'on a des personnes qui doivent nous quitter. Aurore, merci Aurore pour votre présence, votre participation. À très bientôt, j'espère. On a encore le temps, le cas échéant, d'une question très courte. S'il y a un point qui vous taraudait, que vous aviez envie d'exposer, une question à poser à Noria. Voilà, alors moi je vais simplement vous le temps peut-être que vous posiez cette dernière question. Voilà, vous affichez l'évaluation voilà, du webinar.
Donc vous devez l'avoir à l'écran, je pense, maintenant. Vous pouvez l'avoir à l'écran, je pense. Voilà, donc si vous Maintenant. voulez prendre une minute pour voulez, répondre, ça fera. une minute Sinon, je vais me pour, faire gronder par Christophe répondre, ça encore, fera- qui va me dire sinon, que je vais j'ai me faire pas gronder fait, par Christophe, j'ai pas qui va me passé dire que l'évaluation. j'ai pas passé l'évaluation. Voilà. Bah, écoutez, dans tous les cas, merci. Alors merci à Noria déjà pour ta disponibilité. Oui, bien sûr, l'enregistrement sera accessible Oui, bien sûr, l'enregistrement sera d'ici la fin de accessible, semaine au plus tard. d'ici la fin de semaine au plus tard.